On continue, désolée à ceux et celles que j'ai fait peur. On va continuer avec cet après-midi de conférences et de démonstrations en pâtisserie. Ça sera à partir de 16 h sur cet espace également. De mon côté, il me reste 2 tables rondes à animer. Je suis ravie de le faire et je suis ravie surtout des sujets, des intervenants qu'on a pour parler de ces sujets. Et là, on va parler argent, on va parler de prix de restaurants, d'élaboration de la carte et surtout de comment on trouve le juste prix pour son offre de restaurant avec 3 restaurateurs, restauratrices qui ont des offres très différentes. C'est ce qu'on a voulu aujourd'hui, d'avoir une diversité de profils et de menus représentés, de la cantine de quartier au restaurant étoilé. Avec nous pour en parler, Célestine Fouché, fondatrice des cantines Fouché Mère et Fille. À Paris 18e, il y a 2 cantines. Merci d'être avec nous. William Ledeuil, chef des restaurants The Kitchen Gallery et Kitchen Terre à Paris. Merci également d'être avec nous. Édouard Chouteau, chef et directeur gérant de la laiterie à Lambersart, 59, à côté de Lille. Bienvenue. Tous les 3, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, pour poser le décor, comment est-ce que vous déterminez le juste prix de votre menu? Est-ce que vous avez un tableau, des food costs, des choses très précises comme ça? Ou est-ce que vous vous dites, OK, j'aimerais dans l'idée que mon offre soit à tel et tel prix et j'ajuste la matière en fonction? Célestine, pour commencer. Bonjour à tous. Ah oui, alors la question est directe, plus difficile. Alors, nous, on a 2 plats du jour qui changent tous les jours. Un plat végétarien, un plat carné. On a des prix, on n'est vraiment pas très cher, on est très abordable. Le plat végé est à 9 €, le plat carné à 11. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment trouver l'équilibre entre le végétarien et le carné. Post-Covid, avec l'augmentation de la viande notamment, on a augmenté un petit peu le plat du jour carné. On a fait le choix de ne pas augmenter le plat végé. Déjà pour inciter les gens à prendre le plat végé par souci écologique et aussi pour justifier auprès de nos clients que c'est plus cher la viande, c'est normal que ça augmente. Donc on fait vraiment cet équilibre entre, du coup, clairement, le plat végé, il nous coûte beaucoup moins cher à produire, parfois un peu plus de temps et de main-d'œuvre. Mais donc on équilibre comme ça, on achète un petit peu moins de viande, on achète plus de légumes, le plat végé est vraiment plus rentable pour nous, bien qu'il soit moins cher quand même. Donc voilà, donc après on travaille avec Claudia, la chef, qui fait très attention à ses coûts. Nous on a des toutes petites marges, vraiment, on travaille sur le volume. On produit près de 300 repas par jour en un service dans nos 2 restos. Donc nous, on marche vraiment grâce au volume. Quand on a nos gros bacs, c'est vraiment comme à la cantine. Et c'est comme ça qu'on tient nos marges qui sont petites en faisant vraiment attention à nos prix et en ayant des toutes petites marges quand même. On verra comment tu fais pour justement garder un prix très accessible, 9 €, un plat végé à Paris. Même si c'est dans le 18e, dans un quartier populaire, c'est possible de le faire et tu existes depuis une paire d'années déjà, donc c'est possible de le faire et de le faire sur la durée. Tu nous expliqueras comment. William Ledeuil, côté The Kitchen Gallery, Kitchen Terre, quelle est la typologie des prix, des menus et comment est-ce que avec l'équipe vous déterminez l'offre et le prix? Alors, on a 2 positionnements différents. The Kitchen Gallery qui est l'étoilé, on a réussi à maintenir un menu au déjeuner à 49 €, entrée plat dessert. Sur le menu, après effectivement on a des suppléments qui viennent pour varier un petit peu les produits. Et le soir on est sur 2 menus de dégustation à 105 et 125 €. En fait si je reviens sur Kitchen Terre, où là on a une offre au déjeuner à 33 € entrée plat dessert. Et le soir, c'est à la carte. On tourne autour d'une 50aine d'euros à la carte. C'est le choix que font de plus en plus de restaurateurs étoilés qui se disent je vais ouvrir une autre adresse avec une offre parfois bistrotière, parfois avec les mêmes produits, mais avec peut-être moins de coûts matière, peut-être surtout moins de coûts main-d'œuvre. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu faire en ouvrant Kitchen Terre? C'était pas tellement quand j'ai ouvert, parce que je vais revenir avant, j'avais ouvert le Kitchen Gallery Bis, qui était dans la même rue que The Kitchen Gallery. Donc l'idée, c'était aussi d'offrir une offre différente. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec ces différentes offres, on avait les mêmes clients qui venaient fréquenter les 3 endroits, mais pour, je dirais, des événements, pour des événements différents. Mais quand on fixe le prix, effectivement, ce qui est important, c'est qu'il y a des gros indicateurs, ce qu'on appelle le food cost. Je dirais il y a des petits feux rouges à ne pas dépasser. Après, il y a le coût. C'est quoi généralement on parle souvent de x3?
Ou 30% en tout cas, je voulais dire. Oui, après, au-delà de 35%, tout dépend effectivement comment l'on travaille. Si, comme l'on fait, où vous retransformez tout totalement, effectivement, il faut essayer de ne pas dépasser 30%. Parce que tout arrive brut et tout est retransformé. Ça, et puis donc c'est pareil, le coût de main-d'œuvre, et en fonction de ça, il faut, je dirais, on navigue. Alors évidemment, je dirais, nous, on ne travaille pas avec des fiches techniques ultra précises. Simplement, dans les achats, on sait qu'il y a des seuils à ne pas dépasser. Mais en même temps, il faut aussi savoir équilibrer, parce que sinon, après, ça peut devenir monotone. Je dirais, dans le restaurant, on peut très bien travailler de la langoustine vivante, que de la sardine, que du maquereau, du turbo, du lieu jaune de ligne. Tout ça, ça va être fonction vraiment de l'achat. D'ailleurs, nous, sur une carte, c'est jamais indiqué, je dirais, un poisson où vous allez avoir des variations de cours qui vont être régulières. Nous, c'est vraiment la pêche. Tous les jours, on est en contact direct avec un marailleur, on sait ce qui rentre et on sait à quel prix on achète. Donc vous ne fixez pas un poisson en particulier pour pouvoir avoir cette souplesse. Voilà, c'est vraiment la qualité, parce que vraiment il y a une chose qui est pour nous hyper importante, c'est qu'on ne fait jamais de concession sur la qualité. C'est-à-dire que trouver le juste prix à l'achat, c'est sans concession. Sur la qualité, c'est vraiment, je dirais, le produit. Édouard Chouteau, de ton côté, à la laiterie, comment vous faites? Est-ce qu'il y a des tableaux Excel avec un suivi de coûts très, très, très précis, ou est-ce que c'est un peu à la connaissance aussi terrain? Nous, on a repris le restaurant avec déjà une fourchette de tarifs. Et c'est vrai que on s'est adapté aussi au marché lillois. C'est vrai qu'il y a des indicateurs. 40 €, c'est le prix juste pour un déjeuner. En dessous de 100 €, c'est important d'avoir une offre aussi pour le soir. Donc on essaye de respecter aussi ces curseurs-là, ce créneau qui est un peu lié à la métropole. Mais on sait aussi qu'on a un restaurant où les gens ils viennent souvent pour marquer une occasion. Enfin voilà, c'est rare que les gens ils viennent sans un joli prétexte nous voir. Donc on essaye aussi d'avoir des offres qui vont être au rendez-vous et qui peuvent faire la différence. Et donc on va chercher des beaux produits. Là il y a la truffe blanche qui va démarrer. Là il y a la truffe noire ensuite. On aime bien faire du homard, et donc ça c'est des prix où les gens c'est des produits qui ont un certain prix et où les gens ils viennent se faire plaisir. Mais donc ce que tu fais aussi, la parade à ça, c'est de proposer plusieurs types de menus. C'est ça. Le soir, c'est entre 70 et 120 € de ce que j'ai vu. Ça. Et donc, il y a aussi la possibilité de se dire, OK, ce soir-là, je sors le grand jeu, j'ai la possibilité d'aller sur le plus grand menu, mais les soirs un peu moins fastueux. C'est ça, et on a une offre aussi qu'on aime beaucoup défendre et que je trouve assez intéressante, qui se fait dans pas mal de restaurants aussi, c'est de faire un menu pour les moins de 30 ans. Donc en début de semaine, le mercredi ou le jeudi, quand on a aussi ce tabou un peu du restaurant, parce que y a quelque chose qui est assez fort quand on va au restaurant, c'est qu'on a le prix du menu, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous arriver sur le reste, parce que souvent on est accueilli par une belle personne en costume qui vient nous proposer une coupe de champagne, pourquoi pas une coupe de champagne prestige, une bouteille d'eau, peut-être en plus une bouteille d'eau plate et gazeuse, et c'est vrai que des fois on a juste dit bonjour et on est déjà à 40-50 € de frais qu'on n'avait pas spécialement imaginé quand on a vu le prix sur le site internet. Donc voilà, on a mis une offre aussi pour démocratiser notre travail à 60 €, tout compris. Et ça, c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien en début de semaine, parce que ça donne une belle image du restaurant et ça démocratise un peu notre travail. Tu me disais que ça s'appelle le yield management, qui permet d'avoir justement des offres différenciées en fonction des moments, et donc à la fois toi de remplir aussi peut-être plus ces services de milieu de semaine et de début de semaine qui sont normalement plus calmes qu'en fin de semaine, et en même temps d'attirer une nouvelle clientèle, à savoir les moins de 30 ans qui sont contents de venir découvrir ton. C'est ça, qui regardent Top Chef et qui ont envie de vivre une aventure un peu gastronomique. Et c'est vrai que si on n'a pas nos parents, nous-mêmes, qui nous ont emmenés au restaurant quand on était petits, ça peut faire peur, et c'est un endroit où on peut se dire, souvent le cliché c'est on va pas manger assez, ou voilà, ça va coûter une fortune, et est-ce qu'on aura vraiment passé un moment à cette valeur-là, et donc c'est assez important. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut garder en tête, vous êtes tous les deux installés à Paris, toi tu es à Lambersart qui est en périphérie de Lille. L'offre ne peut pas être la même en province où les salaires sont globalement plus faibles statistiquement qu'à Paris. Donc tu dois aussi adapter ton offre, ou est-ce que c'est pas comme ça que tu réfléchis?
Il y a aussi moins de clients inconnus. Je pense que, et j'en parlais, à Paris, il y a tellement une offre incroyable qu'en général, on teste un resto et on enchaîne et on en fait un autre et on en refait un autre. Et je pense que voilà, on peut manger tous les jours dans un restaurant incroyable à Paris à vie, quoi. Il y aura toujours des nouvelles ouvertures, des choses qui vont arriver. À Lille et en province en général, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a un petit cercle de clients qui connaissent, qu'on connaît et qui viennent dans ces restaurants, dans nos restaurants, voilà, de manière plus régulière. Et donc, il faut qu'on travaille en confiance. En fait, il ne faut pas les décevoir. Et c'est vrai que voilà, le nerf de la guerre, ça reste toujours le prix. Et c'est vrai que quand on vient au restaurant, on a toujours dans un coin de sa tête une idée du budget qu'on ne veut pas dépasser. Et c'est vrai que c'est important de faire plaisir aux gens, mais non plus de les étrangler ou pas non plus de leur faire du mal, parce que c'est un contrat de confiance qu'on crée sur du long terme, encore plus en province, je pense, qu'à Paris. Tu me disais aussi qu'en arrivant à Lille, tu avais revu un peu ta grille tarifaire à la baisse et tu t'es dit, ok, en fait, je ne peux pas pratiquer des prix non plus complètement délirants parce que je ne vais pas attirer les locaux. Et en fait, toi, même le nom de tes menus, c'est le nom des rues. Avenue de l'Hippodrome. On essaye d'avoir un côté vraiment local, populaire, et on essaye de faire aussi des rendez-vous pour les Lamberts sartois. L'été, on fait des menus moins chers, on fait on va faire la braderie. Tu vas faire un menu pour la braderie? On fait une belle moule frite marinière avec une sauce comme on a appris dans les grandes maisons. Mais, à combien? 30 € tout compris. Et voilà, c'est l'idée d'être vraiment attractif, d'être populaire, quoi. Et voilà, là c'est encore l'idée d'un curseur de prix que les gens ils ont en tête pour la braderie, parce qu'ils ont prévu d'aller boire des bières et d'aller chercher des belles pièces, des petites choses à chiner après. Donc voilà, il faut rester dans le budget festif et agréable. Il y a un autre levier sur le fait de pouvoir contrôler ses prix, c'est de passer le plus possible en direct avec les producteurs et donc de réduire les intermédiaires et donc pas non plus rémunérer les intermédiaires qui parfois se prennent des bonnes marges sur les produits. Célestine, c'est le choix que vous faites chez Fouché. Comment ça marche, ces relations-là avec les producteurs? Est-ce que c'est pas beaucoup plus de travail pour vous et d'administratif? Ça l'est peut-être, mais je réalise pas parce qu'on fait ça depuis le début. On a vraiment nos fournisseurs historiques, on va dire, depuis qu'on a ouvert il y a bientôt 8 ans, notamment pour la viande, que ce soit le côté bœuf ou le porc. Pour les légumes, ça a toujours été plus compliqué parce que nous, on travaille sur le volume. Du coup, avoir la petite cagette de carottes livrée par un maraîcher pleine de sable, pas sûr de pouvoir l'avoir tout le temps. Nous, quand on reçoit des légumes, on a des palettes, on a 3 énormes palettes, on a 70 kilos de carottes. C'est vraiment comme la cantine. Et du coup, et tu passes ça en une semaine, par exemple? 70 kilos de carottes, tu le passes en combien de temps? Là, demain, on a 70 kilos de patates. C'est pour un repas. C'est pour notre tortilla au cheddar de demain. C'est 70 kilos. Okay. On est 3 en cuisine. Voilà, donc c'est vraiment le volume. Donc le légume, c'était plus compliqué pour nous. Mais on a réussi à trouver un équilibre entre des associations qui regroupent... qui font la logistique, en gros, auprès de maraîchers d'Île-de-France, notamment de l'Essonne. Donc des plateformes logistiques qui récupèrent chez les fournisseurs directement d'Île-de-France et qui nous les transportent. On travaille aussi avec des plus petites plateformes qui ont des produits plus de qualité et bio, mais c'est toujours d'Île-de-France. Donc on a réussi à trouver un équilibre comme ça aussi entre les produits moins chers, les produits plus quali. Voilà, c'était pour les légumes. Ensuite, on travaille en direct, donc que ce soit pour le beurre, pour la crèmerie. On est 100% en direct. Il n'y a que pour l'épicerie où on passe un petit peu par Rungis, mais c'est vraiment tout petit par rapport à... Voilà. Et non, c'est facile, on a l'habitude. C'est des fournisseurs qui livrent quand même pas mal les restaurants à Paris, donc la logistique est finalement facile. À la fin du mois, on s'y retrouve avec nos petites factures et ça va. Mais... Ça demande d'anticiper un peu plus les commandes qu'avec les grossistes en A pour B à minuit et demi après le service. Tout à fait, ouais. Claudia qui fait les menus, c'est sûr que... on passe par, tu peux nommer des gens, on passe par la Croix-Rouge, Vif, Circuit Court, qui est la Croix-Rouge, qui fait la logistique des légumes du 77. Faut commander 3 jours avant le légume, donc faut pas se planter. Nous, on fait nos menus qui changent tous les jours, 10 jours à l'avance. On a une flexibilité énorme aussi, nous, parce qu'évidemment, comme zéro gâchis, si on a des restes d'un jour, on le retransforme le lendemain, et voilà. Mais le but, c'est de tout vendre, c'est de tout produire le matin, et le challenge tous les midis, c'est, on a prévu... 100 portions de bœuf, il faut les vendre parce que demain on passe à autre chose vraiment. Donc c'est vraiment au jour le jour. C'est ce que j'apprécie aussi dans ce métier, c'est vraiment que tous les jours il y a un nouveau défi et on y arrive et tous les matins on recommence et on se dit tous les soirs on a réussi la journée. Donc ça c'est une satisfaction et on arrive à gérer très bien comme ça. Ouais. C'est une routine. C'est un exercice pas si facile mais qu'on maîtrise maintenant bien. Oui, parce que ça fait combien de temps que vous avez ouvert ?
On a ouvert en 2016 la première cantine, 2 ans après la seconde. Les deux sont pas très loin dans le 18e. Et c'est vrai que je pense que notre approche, je suis convaincue que pour la restauration rapide du midi, notre approche durable, elle est plus rentable que du 100% industriel et 100% jetable, comme on peut voir à midi, où nous, nos concurrents, ce serait la salade de Franprix ou le bistrot du coin, pas forcément quali. Et en fait, les gens s'y retrouvent. On a 2 tiers de nos clients, ils viennent tous les jours. Donc on a un taux de fréquentation énorme. C'est que les gens du quartier, on ne fait jamais de pub, on est fermé le week-end d'ailleurs. Et tu les connais, leurs prénoms? On les connaît tous, leurs petits prénoms à 60%. Ouais, et leurs habitudes, tu n'aimes pas les carottes, lui ça. Et pourtant, on a du flux, on a du monde. Donc on arrive à l'exercice d'avoir beaucoup de monde, d'avoir la queue sur 30 minutes entre 13h et 13h30, d'avoir l'échange avec le client, tout en étant vraiment un peu stacanoviste pour que ça avance et qu'ils n'attendent pas trop. Et du volume, de la qualité en même temps. Volume, qualité, c'est ce qu'on essaie de faire et pas de gâchis. On a beaucoup de gens du quartier depuis le télétravail. Donc il y a une cantine, on a perdu des clients parce qu'il n'y a pas de gens, on n'a pas de résidents du quartier trop qui viennent. La deuxième affaire, on a beaucoup de gens du quartier. Donc du coup, depuis le télétravail qui a émergé après le Covid, on a beaucoup de gens du quartier qui viennent avec leur petite boîte, leur contenant. On fait une remise de 50 centimes aussi sur le contenant. Parce que la petite boîte en carton, nous, on fait 50% sur place, 50% emporté. On n'a pas évidemment 300 couverts, on a des grands établissements, mais on n'accueille pas 150 couverts d'un coup. Donc on fait moitié emporté, moitié sur place, c'est à peu près ça, la tendance. Et du coup, maintenant, on a beaucoup de gens du quartier qui viennent avec leur contenant, leur petite box en verre, et ils prennent pour le soir, pour le midi, ils ramènent à la maison. Finalement, ça leur coûte presque moins cher que d'aller au Monop acheter prendre du temps pour cuisiner. Et finalement, ça coûte cher, évidemment, avec l'inflation. Et finalement, c'est presque, je pense, aussi cher pour eux de venir chez nous pour avoir un repas chaud. En plus, on le cherche chaud, tout prêt et de qualité. Et surtout, avec cette remise sur le contenant, c'est intéressant. Nous, ça nous coûte cher. C'est 50 centimes la petite boîte en carton, la plat du jour. On propose cette remise à ceux qui apportent leur contenant. Pour nous, c'est vraiment important en termes, parce que c'était un volume de carton et de déchets impensable. Et on gère très bien sans service de consigne. Les gens autogèrent. Au début, on a pris un service de consigne, mais en fait, les gens le gèrent très bien eux-mêmes. Ceux qui ont la volonté de participer à ça, ils le font super bien. Donc ça rentre aussi pour baisser un peu les coûts et dans la démarche durable aussi. Oui, parce que dans ta clientèle, il y a des gens qui sont vraiment quasiment à l'euro près et qui, du coup, aussi se disent en fait, 50 centimes en prenant mon contenant, c'est d'autant plus intéressant de le faire et de jouer le jeu. Je pense que ça joue, ouais. Et c'est aussi pour ça le plat du jour VG qu'on n'a pas voulu l'augmenter parce qu'on veut garder un plat vraiment abordable à 9 €. Après, nos formules sont pas chères. L'entrée en plus c'est 2 €, le dessert en plus c'est 2 €. On a des salades qui valent qui sont vraiment sympas, les petites salades, des petites crudités, les desserts maison, on met toutes les maisons. Et on peut avoir une formule complète entrée plat dessert VG à 13 € et c'est vraiment consistant chez nous, c'est pas des petites portions. Tu peux nous donner un exemple de plat? Un plat aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que ça change tous les jours. Aujourd'hui, on fait un plat que j'aime bien, que Emilien, qui bosse avec nous depuis 2 ans, a trouvé. C'est un kebab végétarien. Donc il fait rôtir du céleri avec des épices kebab, avec une petite salade tomate-oignon, un boulgour à la tomate et une sauce blanche maison. Et c'est trop sympa. Et c'est vrai que on a toujours des petits sides avec les plats végés pour les pimper un peu. Donc c'est toujours un peu plus de temps pour produire, mais ça rend toujours bien. Et ça, c'est 9 €. C'est toujours consistant. Il y a toujours un féculent. Voilà. De votre côté, William et Edouard, c'est pas salade tomate oignon, c'est un autre type d'offre, mais vous avez aussi ce même soin aux approvisionnements avec un travail le plus possible en direct. Vous voulez nous en dire un mot, peut-être William? Je crois que c'est le secret en fait, c'est-à-dire de raccourcir le chemin le plus court entre l'assiette et le jardin, l'assiette et la pêche. Donc nous, on travaille effectivement uniquement en direct, que ce soit avec les maraîchers, avec les pêcheurs, avec les éleveurs, avec les saisonnalités, parce que la saisonnalité n'est pas uniquement sur les légumes et les fruits, elle est aussi sur la pêche et les méthodes de pêche. Et puis après, le fait aucun gaspillage, ça c'est des règles. Moi je suis né à la campagne, on apprenait à ne rien jeter, à ne rien gaspiller. On en parle beaucoup aujourd'hui, c'est vrai qu'on a franchi des étapes, il y avait beaucoup de gaspillage. Le fait de travailler avec des maraîchers qui travaillent qu'en bio, ça permet de tout utiliser. Nous par exemple, les animaux, si on reçoit un agneau de lait, un cochon de lait, une volaille, on va les travailler entières de A à Z, on ne va rien jeter. C'est-à-dire que les abats vont entrer dans la composition du plat. Vous allez avoir un restaurant, vous allez servir simplement, je dirais, le carré d'agneau ou la selle d'agneau. Nous, sur la même assiette, on va pouvoir servir le collier, la poitrine, peut-être une petite caillette avec tous les abats. Et puis après, avec les carcasses, on va faire les jus et on va aussi faire des bouillons qui serviront à faire autre chose. Voilà. Et pour tous les légumes, c'est exactement la même chose.
On connaît ta cuisine justement avec ce travail de jus, de sauce qui est très fort et qui te permet de réutiliser l'intégralité des produits, effectivement. Édouard, de ton côté, sur ce travail avec les fournisseurs dans le terroir du Nord, tu t'amuses, tu trouves ce que tu veux? Ça a été un peu délicat au début, un peu difficile parce que voilà, il fallait gagner la confiance, il fallait aller rencontrer les producteurs. Et c'est vrai que c'est un peu moins établi qu'à Paris, où à Paris, c'est vrai qu'on était démarchés toutes les semaines, il y a tout le temps des gens qui viennent à notre rencontre. Là, au début, on a dû vraiment un peu faire nos preuves et aller demander à nos producteurs avec qui on travaille maintenant depuis 4 ans, la majorité, c'est les mêmes depuis le début qu'on a démarré, de nous faire confiance et de venir nous livrer parce que il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Bon, évidemment, on a Florent Laden qui nous a fait un boulevard, nous, à Lille. Et voilà, on s'est inspiré aussi à fond de ce qu'il avait déjà mis en place. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même logistique parce que c'est moins courant. Et voilà, il y a quelques producteurs qui le font. Mais par exemple, nous, notre crémier, on est le seul restaurant avec lequel il travaille. Lui, il vend qu'en direct et il fait l'effort tous les mercredis de prendre sa fourgonnette et de venir nous livrer alors que voilà, il le faisait pas avant et c'est vrai que du coup on joue le jeu à fond et toute l'année on met ces produits forts en avant et on les met dans toutes nos recettes, dans tous nos menus. Il y a aussi la question des crises successives qu'ont connues le milieu de la restauration, mais aussi tous les business, en fait, aussi bien la crise du Covid, la crise ensuite, l'inflation très forte. Rien que sur les fruits et légumes, en un an, ça avait pris 25%. On redescend un peu sur ces tendances inflationnistes, mais ça n'a pas fait du bien à pas mal d'artisans et des métiers de bouche. Il y a eu aussi l'énergie, évidemment, qui a flambé. Comment vous faites face à ça et comment vous faites pour continuer à exister? Célestine, déjà, peut-être, en ayant en plus des prix très limités comme les tiens. Mais nous c'est vraiment le volume. C'est que si on n'a pas nos minimum 120 clients dans un resto au jour, ça va plus, c'est sûr. Après, on a moins de main-d'œuvre, comme on n'a pas de service en salle. On est finalement peu à cuisiner beaucoup de volume. Après, c'est sûr, le DF, nous, on a réussi à contenir les prix. On prend toujours les parties moins nobles aussi. Nous, on prend le bourguignon, la poitrine de porc. C'est vrai qu'on prend pas mal de porc aussi pour le moins de bœuf. On essaie de limiter le bœuf le plus possible, comme c'est plus cher. On travaille beaucoup. Pour contenir, c'est compliqué. C'est sûr qu'on a eu des moments compliqués. Nous, j'avoue qu'on a vu le prêt garanti par l'État auquel on a réussi à pas toucher. Donc, ça permet d'avoir un peu de trésorerie d'avance et ça rassure, même si c'est pas la nôtre et qu'on rembourse beaucoup tous les mois. Mais c'est vrai que ça m'a permis de tenir un petit peu. Moi, ça m'a rassuré en tout cas de savoir qu'il y avait ça. Et comme on disait, là voilà, on est fermé 3 semaines pour les vacances. On disait, ah cool, il y a un peu de trésor qui revient. Et on revient les vacances, on est à 0. Et nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de volume, donc ça peut paraître beaucoup en termes d'argent qui rentre. Mais derrière, c'est sûr qu'il n'y a presque pas de bénéfice. Ça n'existe pas chez nous. On se dit déjà, on a un commerce de quartier dans la restauration, post-Covid, inflation. Si on arrive déjà à se payer... J'ai 9 salariés, bientôt 10, donc on va dire 10 salariés, 11 avec moi. Si on arrive déjà, j'arrive à payer tout le monde avec un salaire décent à Paris, parce que si, avec un SMIC, je ne peux pas dire à quelqu'un, mais va te loger sans habiter trop loin et n'ait pas de transport, c'est pas possible. Donc on essaie de donner des salaires qui permettent de vivre à Paris. On prend les gens du quartier aussi. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as failli mettre la clé sous la porte ? Non, on a eu la chance d'arriver à avoir une constance de clients. Et nous, c'est vrai que le Covid, on a fermé un petit peu. Et après, en fait, on a réussi à tenir tout de suite, à emporter. Donc même pour le moral, on a réussi à avoir un peu de monde. On avait les aides, il y avait le chômage partiel. Donc on a rebossé un petit peu, on a pris le poids de la bête et on arrive vraiment à avoir nos clients du quartier qui sont là et on les remercie tous les jours d'être aussi nombreux à venir tous les jours parce qu'ils nous ont permis de tenir, quoi. Donc on a eu la chance de tenir. Voilà, malgré que tu disais, on n'a pas de. C'est sûr que on pense pas bénéfice à la fin de l'année. On pense juste est-ce que on peut tous se payer, on paye le loyer, on paye l'EDF qui a triplé. Et on s'en sort déjà et c'est déjà très bien. William, tu me disais que tu as connu beaucoup de crises en ouvrant en 2001, c'est ça? Juste après... Même avant, moi j'ai connu la guerre du Golfe, donc c'était 91, j'ai fait une ouverture en 91, après j'ai fait une ouverture en 2001, ah oui, c'est ça, voilà. Après les attentats du 11 septembre, j'ai connu la crise financière de 2008, la période des attentats de 2015, on a vécu le Covid. Donc je dirais... On a un métier, vous savez, notre métier, je dirais, une des plus grandes forces de notre métier, c'est de savoir s'adapter, comme dans beaucoup d'autres, et de savoir s'adapter aux situations, réagir vite et rebondir.
Je dirais, c'est quand on connaît les situations les plus compliquées où on apprend vraiment. C'est-à-dire que c'est là où j'ai appris à gérer au plus juste, à savoir justement où mettre le curseur en termes de prix, ce qui nous a permis toujours de nous en sortir. Je dirais à la limite, la dernière, le Covid a peut-être été la phase, je dirais la plus facile à passer, parce qu'en fait, on est des métiers qui ont été relativement très très bien aidés. À part effectivement ceux qui ont ouvert juste avant, où là il n'y avait pas d'antécédents, il n'y avait pas d'arriérés. Mais sinon, je dirais, voilà, on était un métier qui ont été beaucoup aidés. Parce que le PGE, il dépendait du chiffre d'affaires des années précédentes, c'est ça? Comment il a fonctionné le prêt garanti par l'État? En plus, c'était, oui, chaque entreprise savoir si elle en avait besoin ou pas. Voilà, nous, je dirais, le plus dur à vivre, c'était, je dirais, les 3 premières semaines, puisque personne ne savait rien, n'a aucune information. C'est dit où on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que le travail de 20 ans va disparaître, c'était ça les premières grandes interrogations. Et puis après, voilà, je vous dis, il faut réagir. Et après, en fonction de chaque situation d'entreprise, est-ce qu'on avait besoin de prendre, c'est une petite sécurité, effectivement. Voilà. Édouard, de ton côté, par rapport aux crises et notamment à l'inflation de ces dernières années, comment est-ce que vous l'avez traversé à la laiterie? Nous, on a vachement allégé par exemple notre consommation d'électricité, parce qu'avant on était full vitrocéramique. Le fourneau, il était, quand je l'ai récupéré, tout en vitraux. Et du coup, on est tout passé en induction. On a mis aussi le Ivario, qui est un outil qui permet d'optimiser vachement les cuissons, qui fait cuire les fonds avec un couvercle. Donc ça nous a fait, nous on a diminué notre consommation d'électricité de 30% rien qu'avec ces 2 facteurs-là. Donc on a investi un petit peu en cuisine là-dessus et ça nous a bien aidé. Et voilà, le fait aussi qu'on travaille en direct avec des producteurs, les prix ils n'ont pas tellement augmenté en fait. Comme c'est des produits plutôt de bonne facture, de bonne qualité, c'est pas les produits qui ont été le plus augmentés. Et donc c'est vrai que quand on payait le juste prix avant, finalement ça reste toujours aujourd'hui le juste prix. Donc ça c'est plutôt aussi quelque chose qui nous a fait nous qu'on n'a pas eu besoin d'augmenter nos prix. Et effectivement, là où moi j'économise beaucoup, c'est sur le fait de prendre des bêtes entières et de bosser en direct avec les producteurs, notamment sur le bœuf. C'est assez incroyable, mais nous on se paye le luxe de prendre un demi-bœuf, donc des petits bœufs, plutôt des génisses, mais tous les ans, au début de l'été, on prend un demi-bœuf. Et c'est vrai que du coup, on peut faire nos charcuteries, on peut faire des préparations qu'on pasteurise et on laisse des parties à maturer. Et on se retrouve pendant 2-3 mois à avoir un bœuf à un rapport qualité-prix pour nous en cuisine qui est assez exceptionnel. Et pour les clients aussi, du coup, qui racontent une vraie histoire et qui est assez valorisant pour tout le monde. Ouais. Il y a aussi la question des à-côté, en fait. Il y a à la fois définir les prix du menu, il y a aussi définir les prix du vin, du café, des bouteilles d'eau quand il y en a. Et j'ai remarqué, moi je chronique aussi pour le fooding, donc chaque année je vais tester beaucoup de restaurants, j'ai cette chance-là. Et donc je mets à jour beaucoup de chroniques aussi des années précédentes et je vois l'augmentation des prix. Et si parfois l'augmentation n'est pas signifiante d'1 euro ou 2 sur les menus, parfois c'est spectaculaire sur les prix des mêmes bouteilles ou sur les prix des à côté, parce qu'on répertorie tout ça au fooding, du café, etc. Et je me dis, mais d'accord, ok, je comprends aussi par où ça passe, et notamment sur les bouteilles avec des envolées de prix pour la même bouteille, parfois de 10 euros. Comment on fait là-dessus? Et notamment, je me tourne vers vous parce que c'est surtout sur les restaurants à haute valeur ajoutée qu'on voit ces marges qui parfois passent inaperçues, parce qu'il y a peu de gens qui, comme moi, passent au peigne fin les prix. Est-ce que c'est un levier aussi pour gagner en rentabilité, quitte à un peu tromper le consommateur, quoi? Moi, je réponds pas à ça. Non. Après, le vin, en tout cas, nous, à notre niveau, le vin, il a énormément augmenté. Nous, quand on a des vieilles bouteilles de 2005, de 2006, qu'on voit qu'on a acheté 60 euros et qu'on va aller revendre peut-être 200-300 euros,
Et ben, si on veut les racheter, l'équivalent aujourd'hui sur peut-être un millésime 2017-2018, elle va nous coûter déjà 150 €. Alors comment on va répercuter ça et à qui on va le vendre? Parce que du coup, le rapport qualité-prix sera beaucoup moins intéressant pour les clients. Ça, c'est une vraie question et c'est plutôt compliqué parce que ça joue vachement sur notre ratio en fait. Après, il y a des marges euros et puis il y a des ratios, mais c'est vrai que sur des grosses bouteilles, surtout en Bourgogne, mais enfin dans plein de régions, sur les bons vins en général, l'augmentation elle est assez spectaculaire et difficile à répercuter, quoi. William, là-dessus? Oui, il y a une grosse augmentation effectivement sur les prix. Par exemple, aujourd'hui, la Bourgogne, elle est quasiment intouchable. Après, il y a aussi des phénomènes. Nous, par exemple, à Paris, il est difficile de stocker. On a très peu de capacité de stockage. Donc, on va travailler avec quelques vignerons en direct, mais on ne peut pas tous parce qu'effectivement, ça nécessiterait d'avoir beaucoup de plateformes de stockage. Donc, on est obligé de passer par des courtiers, par des plateformes de revente. Donc, ce qui fait qu'effectivement, les prix augmentent aussi un petit peu. Ouais. Après, il faut trouver c'est comme tout, il faut trouver le juste prix, que ce soit effectivement non seulement pour la cuisine, mais pour le café, pour l'eau, pour le vin. Bien sûr qu'on est obligé de les répercuter, puisque là, dernièrement, on a subi l'inflation de plein fouet, tout le monde, jusqu'aux consommateurs. Et il faut que ça soit des leviers, mais je dirais, effectivement, il y en a qui exagèrent. Et puis, il faut rester, je dirais, sans excès. On a abordé rapidement, et après, je vais vous donner la parole aussi, la possibilité de poser des questions. La question, dans le prix et dans la construction du prix, il y a aussi évidemment la question de la rémunération des employés. Donc quand vous êtes patron, vous devez aussi avoir un œil là-dessus. Célestine, tu mentionnais le fait d'avoir des salaires décents et de le prendre en compte. On sait que dans la restauration, il y a des problèmes structurels, et notamment le fait de ne pas payer les heures supplémentaires. Ça permet aussi... comment vous prenez ce sujet? Est-ce que vous prenez à bras le corps? Est-ce que vous dites, OK, chez moi, toutes les heures supplémentaires sont payées, je respecte le droit du travail, je suis une entreprise comme une autre? Comment on fait pour résoudre l'équation et garantir aussi des salaires décents pour les employés et faire en sorte qu'ils restent? Nous, on a une première chance, c'est qu'on ne travaille pas le soir et le week-end. Donc déjà, pour trouver du personnel, c'est un poil plus facile. Plein de gens qui sont attirés par notre restaurant seulement pour cette raison. Je comprends tout à fait, je suis la première à en profiter. Les horaires, en général, elles sont stables. Ils font 39 heures et on travaille de 8 heures à 16 heures. Quand il y a des petites heures sup, on reste un peu plus. En général, elles ne sont pas payées, mais on a un jour de récup. On part plutôt le vendredi, on part à 14 heures au lieu de 16 heures. C'est plutôt de l'arrangement comme ça de notre côté. Et après, rares fois, on fait un traiteur, on a du gros volume à produire pour un événement. On ne l'a pas tant. J'aimerais bien d'ailleurs développer ce côté-là, mais là, évidemment, je vais payer les heures supplémentaires c'est assez rare. Et pour les salaires, c'est vrai que nous, c'est quand même une énorme partie de notre budget. Je pense qu'elle est d'ailleurs trop haute, mais comme j'ai pas envie de rogner sur les salaires et j'ai pas envie qu'on soit surchargé de travail, pour moi aussi la première, c'est vrai qu'il y a peut-être, je me dis parfois, là il y a un poste en trop, là elle est un peu trop payée, mais je me dis tant pis, je rogne sur les bénéfices qui sont presque inexistants et au moins tant qu'on tourne, moi c'est ce qui est essentiel pour moi. Et je veux dire, on est une affaire familiale. J'ai ouvert avec ma mère ce restaurant, on n'a pas pour but de faire des bénéfices et d'investir je sais pas où après, c'est pas l'idée. On a réussi à lancer nos affaires sans investisseurs, avec très peu d'argent, et on a réussi à monter comme ça. Donc ça ne rend pas l'idée de nos établissements. Et on arrive à payer, je ne dis pas que je paye non plus extrêmement bien, mais je veux dire, pour un salaire où on ne travaille pas le soir et le week-end dans la restauration, et on a des journées qui sont intenses, mais assez courtes. Et je pense que... J'ai joué un truc intéressant aussi que tout le monde ne connaît pas assez, il y a pas mal d'aides de Pôle emploi, notamment des emplois francs, qui permettent... après, là, je ne vais pas choisir un salarié pour ça, mais il faut bien regarder son adresse. Ça permet d'avoir des aides très intéressantes de l'État. En fonction de son adresse? En fonction de son adresse, oui. Donc c'est pour les zones qui sont zones prioritaires ou les zones franches, les zones prioritaires. Et c'est des aides vraiment assez importantes. Ça permet en gros de couvrir les charges patronales et c'est assez intéressant. Et moi, c'est vrai que comme dans le 18e, j'ai pas mal de gens du quartier où ça peut à la limite de ces zones-là. Donc ça a permis, moi, d'embaucher, J'ai eu sur 3 ans 3 personnes en emploi franc et ça, quand même, ça me permet de bien réduire
bien réduire certaines charges. Il y a des petits leviers comme ça qui vont pas tout changer, mais qui font un petit souffle d'air qui permet de se reposer. William, sur cette question? Alors nous, effectivement, le restaurant est fermé tous les week-ends et on ferme à peu près 7 semaines dans l'année. Je dirais après, en recrutement, on a peu de problèmes parce que moi, je considère que les objectifs, il faut se donner les moyens des objectifs que l'on souhaite. Donc en fait, on arrive à donner des salaires qui sont intéressants. Ce qui fait que chez moi, par exemple, on me demande jamais une augmentation. Elle est faite en fonction du travail et on inclut des petits systèmes, des systèmes de primes, je dirais, chaque mois. En fonction de quoi? En fonction du chiffre d'affaires, de l'activité. Pour tout le monde? Et, pardon? Les mêmes primes pour tout le monde? Alors évidemment, il y a une hiérarchie, forcément, mais tout le monde y participe, effectivement. Et ce qui nous permet je dirais, de ne pas avoir de problème de recrutement. On a toujours des candidats. Je touche du bois, mais ouais. Malgré la crise du recrutement. Édouard, de ton côté? C'est un vrai sujet parce que c'est vrai que moi j'ai eu une formation où quand j'ai travaillé pour Pierre Gagnère, voilà, on était là pour apprendre, pour se donner et c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est vrai que les choses elles ont un peu changé et on essaye d'évoluer, mais c'est vrai que moi je pars du principe que nous on est sur un challenge, sur un projet où on doit se donner et donc voilà, on essaye d'avoir des salaires qui correspondent un peu aux attentes de chacun. On essaye de répondre un peu aux attentes de chacun de l'équipe. Mais voilà, c'est vrai qu'on compte pas nos heures et qu'on part sur un beau salaire fixe et qu'après, on essaye de faire vivre la maison du mieux qu'on peut. Il y a des mois où on va se tuer et on va bosser fort. Sur le mois de décembre, par exemple, c'est les fêtes, c'est important. Et après, l'été, on aura plus de jours où on va pouvoir fermer, où il y aura des jours où il y aura besoin de toute l'équipe. Et dans ce cas-là, on essaye de donner des journées. Donc c'est plutôt lissé sur l'année, mais en faisant comprendre aussi les périodes de rush et les périodes un peu plus creuses aux équipes. Et ça, ils l'entendent? C'est ça. Après, c'est à chacun de faire la part des choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vend dès le début. En fait, on est une petite équipe, on est tous jeunes, on est tous là pour apprendre. Et ça fait partie des choses qu'on met au clair dès le départ. C'est que voilà, on va se former ensemble, on va grandir ensemble. Et c'est aussi quelque chose qui sera charnière dans notre carrière. Est-ce que vous avez des commentaires, des réactions par rapport à... Ouais, vous en avez? Non? Quelqu'un veut intervenir, poser une question sur l'offre? Ouais, j'arrive. Bonjour, moi j'ai une question par rapport à vos fournisseurs. Vous disiez par exemple Célestine que vous aviez les mêmes fournisseurs depuis l'ouverture. Aujourd'hui il y a un nombre de fournisseurs incroyable, que ce soit pour les légumes, les protes ou autres. Comment vous les avez trouvés? Comment vous avez trouvé ces plateformes justement de fournisseurs? Et surtout, comment vous avez fait pour les garder tout du long parce que parfois au début vous pouvez ouvrir avec un, réaliser que c'est pas forcément le bon et changer, alors que vous avez les mêmes. Ah oui, j'ai ton micro. Vous pouvez vous le partager. Alors c'est une bonne question, évidemment que ça a évolué, on en a qu'on a gardé dès le début, par exemple pour la viande on passe par quelqu'un du Nord par les viandes du Châteauneuf, depuis le jour 1 de l'ouverture, Maison Borgnambuc pour la crèmerie qui vient de la Manche depuis l'ouverture, voilà, on a des fournisseurs qu'on a depuis le début. Comme je le disais, pour les légumes, ça a beaucoup évolué parce que c'était pas si simple pour nous d'avoir nos valeurs et la commodité, la quantité, voilà. Donc ça c'est des recherches constantes, on tombe sur je sais pas, même sur Insta, sur une info, sur des gens qui parlent ou des collègues qui parlent d'un fournisseur. Le café aussi, c'était des hasards, c'est Esperanza Café. Il y avait Philippe à l'époque qui habitait en face, il a vu que j'ouvrais, t'as du café, et non j'ai pas de café. C'était eux et c'est toujours eux depuis. Et il y a, à un moment donné, on connaît une bonne relation, on ne cherche pas à en changer. En fait, c'est aussi parfois, on devrait, par exemple, comme nos fournisseurs téléphone, on se dit, on ne change pas par flemme, mais en fait, ça pourrait être moins cher ailleurs. Mais là, la question ne se pose pas avec ces fournisseurs-là, parce que c'est des fournisseurs qu'on aime, on travaille bien avec eux. Ils augmentent, ça reste dans nos prix, on s'accorde toujours, et on ne veut pas changer. Après, parfois, on trouve d'autres moyens. Par exemple, si les viandes du Châteauneuf, ils faisaient du porc, pour être précise à l'époque, ils ont énormément augmenté le porc, donc on a cherché ailleurs. On a vu Maison Montalet, qui est moins local, mais qui fait la qualité. Et donc, voilà, parfois on adapte, on est obligé. Parfois aussi on se dit mais pourquoi j'ai pas changé? Par exemple les épices, on prenait pas forcément les épices, on disait c'est trop cher de prendre des épices de grande qualité. En fait non, on a vu que c'était les mêmes prix et parfois on se dit pourquoi je l'ai pas fait avant. Et voilà, c'est sur les moments, c'est des moments de, on peut pas penser à tout le temps en fait, surtout quand voilà on travaille beaucoup, on est
Pour les fournisseurs, c'est vrai que je suis seule à le faire et parfois on y pense, on trouve des choses. Parfois il y a des périodes où on se dit on reste comme ça et on se dit pourquoi j'y ai pas pensé avant. Mais c'est les rencontres, voilà. Puis à l'ouverture, c'était un travail que j'ai fait il y a 10 ans de la recherche de mes premiers fournisseurs. Après ça, je pourrais pas te dire exactement, je me souviens plus, c'était bien longtemps, mais et après, tu cultives des relations avec eux et une loyauté aussi envers. C'est ça. Et on cherche aussi ailleurs, évidemment, s'il n'y a pas d'autres fournisseurs qui pourraient convenir. Vous voulez rebondir sur cette question du choix des fournisseurs, l'un ou l'autre? Juste dire qu'en fait, je dirais, c'est peut-être une des parties la plus invisible du restaurant, mais la plus longue et la plus compliquée à mettre en œuvre, le réseau de fournisseurs. Je dirais même collaborateurs, parce que en fait il y a des vraies collaborations, notamment le travail avec les maraîchers. Je vois les maraîchers avec qui on travaille, on décide en fin d'année des planches de culture qu'on va mettre pour l'année suivante, ce que nous on a envie d'essayer particulièrement, ce que lui a envie de nous faire découvrir, et donc ça c'est des années de travail, et ça c'est invisible, mais par contre pour nous, pour la cuisine, c'est l'essentiel, quoi. C'est le trésor. Edouard, tu en as déjà un peu parlé. Toi, c'était aussi de redécouvrir un terroir que tu connaissais pas forcément et commencer à créer des liens avec les fournisseurs. Mais tu as utilisé quel bouche à oreille avec d'autres restaurateurs? Oui, il y a le bouche à oreille, bien sûr. Les chefs qui étaient bien implantés et qui correspondaient à ce que je voulais faire ou ce que j'avais envie de tendre, ils m'ont aussi donné les bons numéros, ils m'ont fait confiance. Et il y a cet esprit-là aussi dans le nord du partage qui est vraiment cool et qui a fait les choses. Et puis le bouche à oreille aussi, après, c'est que quand on fait vivre un bon producteur et que on s'inscrit dans le temps, après, il nous présente aussi ses amis, ses collègues qui font des belles choses. Et c'est assez vertueux dans ce côté-là et ça se fait tout seul au final. Merci. Encore une intervention, une question, un partage d'expérience sur le prix. Des expériences peut-être de moments où vous vous êtes dit ok, c'était pas du tout le juste prix dans un resto, ou au contraire vous aviez trouvé que l'offre était bien calibrée. Moi par exemple, j'en ai parlé un peu hier dans une autre table ronde, mais j'ai trouvé ça assez étonnant dans un grand restaurant multi-étoilé de Marseille. Où on a servi donc après un menu quand même à plusieurs centaines, à 400 € en fait, un café expresso d'un très bon torréfacteur marseillais, somme toute, qui vend lui sur place à 1,80 €, café à 16 € à Marseille, une des villes les plus pauvres de France, avec dans un quartier pas spectaculaire non plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, dans le fait que en fait, les produits annexes sont parfois surmargés. Même si c'est un produit de très grande qualité, il y a aussi le fait de se mettre à la place du client. Et en fait, qui peut se payer aujourd'hui un café expresso à 16 €? Bon, les mêmes personnes qui peuvent se payer un menu à 400, vraisemblablement. Mais dans quelle mesure on prend en compte aussi le portefeuille des clients et on se dit, OK, on veut garder quelque chose de... quand même une forme d'accessibilité des produits. Bon, je pose ça là, je ne sais pas s'il y a un commentaire là-dessus, mais c'est... Après, chacun voit midi à sa porte et c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec ses clients et où est-ce qu'on va et quel format économique on a. Mais c'est vrai que, pas pour défendre un 3 étoiles, mais il n'y a pas beaucoup de 3 étoiles qui sont très rentables et qui font des marges de fou furieux si tu lises tout à la fin de l'année. C'est vrai que les masses salariales dans ces restaurants-là, elles sont astronomiques et les achats, ils sont aussi astronomiques. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où tu vas vivre une expérience 3 étoiles, c'est vrai que tu sais que tu vas te faire taper dessus et que ça va être quelque chose aussi qui va te marquer à vie et ça sera un souvenir dans 90% des cas extraordinaire. Mais voilà, il faut faire abstraction du prix. Je pense que c'est des choses, c'est comme une voiture de luxe, c'est un peu comme une Ferrari et c'est vrai que si tu rayes ta Ferrari ou si tu changes ton rétro, le prix il sera astronomique, mais c'est de l'ultra luxe, c'est du marginal. Il ne faut pas résumer la gastronomie à une addition ou parce qu'il y a plus d'euros. Après, c'est aussi, je pense que des restaurants 3 étoiles, il y en a une trentaine en France. C'est 30 parcours hors du commun et c'est 30 personnes qui ne sont pas là par hasard. C'est 30 personnes qui ont tout donné pour leur métier et c'est pas des businessmen je connais aucun chef 3 étoiles qui était un businessman à la base et qui a fait un plan. C'est que des artisans passionnés et qui sont arrivés là.
comme des légendes un peu hein, dans notre métier. Donc c'est vrai que c'est un peu marginal et c'est très français aussi de négocier le prix ou de juger le prix, parce que si on regarde l'évolution du marché, je pense que tout le monde a un iPhone, tout le monde a des baskets plutôt hors de prix aussi, et c'est jamais un problème, on ne remettra jamais en cause le prix d'une basket Nike, alors qu'on est tout le temps en train de parler du prix de l'alimentation ou le prix d'un restaurant comme un vrai sujet où on pourrait essayer de gratter là-dessus, alors qu'il y a plein de... Enfin, c'était Bernard Arnault qui avait dit ça. Il avait dit que la haute gastronomie, c'est le seul business de luxe où il n'y a pas des marges de luxe. Et c'est vrai que si on prend un sac à main Louis Vuitton, je pense que la marge elle est plus que faite plus d'une fois. Et je ne pense pas que ça soit dans les 3 étoiles qu'il y ait les plus belles marges de l'univers du luxe. Un mot de conclusion, ouais. À l'inverse, je trouve qu'au contraire, parfois dans... Et notre café, il est à 5 €, il n'est pas à 16 €. C'est possible, c'est possible apparemment. Ce qui est déjà un certain prix. Et moi, pour me plaindre un petit peu, ce que je trouve aussi parfois avec nos prix bas, c'est que je trouve que parfois les consommateurs vont être encore plus exigeants, de me dire ils vont accepter, bon, peut-être pas tous, mais de payer 16 € là où tu étais, sans rien dire, parce qu'on vit une expérience incroyable, et que nous, on s'évertue tous les jours à vraiment tirer les prix au plus bas, à faire comme on peut, à tout faire maison. Et parfois, j'ai des remarques, on a un très bon café bio, c'est 2 € le café, j'ai déjà eu des remarques, ah c'est cher votre café. Et je suis là, mais en fait, vous allez au bar en face avec le café dont je n'aimerais pas, ou au comptoir, c'est aussi 2 €, et chez moi, c'est assis 2 €. Et j'ai des remarques comme ça, où pour notre part de gâteau à 2,50 €, assez cher quand même, elle est petite. Et c'est vrai que parfois, il y a un peu déprimant, on se dit, plus on tire les prix, on fait un effort, plus les gens peuvent être exigeants, on dit ah c'est léger, mais ils sous-pèsent au comptoir, c'est léger pour 9 € je trouve. Là. Et parfois et de l'autre côté voilà, c'est pour dire 1% qui peuvent être agaçants et la plupart des gens sont hyper reconnaissants et savent bien qu'on a justement un juste prix et que le rapport qualité-prix est imbattable. Et c'est pour ça qu'on a du monde. Mais c'est vrai que parfois il suffit d'une personne sur 150 et ça peut nous casser la journée parce qu'on se dit on essaie de faire bien et de tirer les prix bas. Et on a des commentaires comme ça qui peuvent un peu... voilà. Et je m'imagine qu'il ne serait pas permis ces mêmes personnes de le faire dans le 3 étoiles. William Ledeuil, un mot de conclusion ? Juste pour rebondir, c'est vrai que je dirais, on parlait du café dans la 3 étoiles, mais je dirais qu'il y a un niveau de 3 étoiles, il y a une excellence extraordinaire, il y a des frais aussi incompressibles. C'est-à-dire, ça dépend dans quelle vaisselle elle est servie, dans quelle tasse, et ça a des coûts. Hein. Franchement, moi, j'ai vu, si vous voulez, j'ai vu en une année, par exemple, les coûts à porcelaine, des augmentations sur le même produit de 35%. Ouais. C'est vrai qu'il y a ces coûts-là, il y a l'univers du restaurant, c'est pas que les produits, il y a tout un... Et puis après, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est qu'un restaurant, effectivement, on parle du juste prix, mais tout dépend où on met le vecteur du positionnement. Et je dirais, avec le positionnement, il y a 2 choses qui vont être importantes. C'est l'investissement de base. On est à Paris, c'est des loyers très importants. Donc tout ça, ça fait partie des éléments, je dirais, à prendre en compte immédiatement. C'est-à-dire que si on se positionne sur un ticket moyen, je ne sais pas, de 50 € et que vous faites un investissement d'1,5 million d'euros avec 50 places, voilà, ça ne passera pas. Donc en fait, tout ça, il faut vraiment le prendre en compte. Hein. L'investissement global, le loyer et le positionnement donc, qui vous détermine votre prix. Merci beaucoup à tous les 3, c'était passionnant de pouvoir parler un peu chiffres aussi, l'envers du décor. Merci. Merci d'être venu assister. On va enchaîner dans quelques minutes avec la dernière table ronde du Food Forum sur l'autosuffisance alimentaire. Restez avec nous, ça va commencer tout de suite. Merci beaucoup.